Salut mes petits cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le récap mensuel de tous les films que j'ai pu voir au cinéma au mois de mai. Aussi les films qu'il ne fallait pas manquer, ceux que vous avez découverts et ceux qui sortiront prochainement parce que je les ai vus en avant-première. Pense à m'écrire en commentaire le nombre de films que tu as vus, ceux que tu as le plus aimé, histoire de voir si on en a en commun. Et il y a moyen que ce soit le cas, on va pas se mentir. Au passage, moi c'est Lala Cinéma, bienvenue sur ma chaîne. Moi, le mois il a commencé avec la découverte de ce nouveau film qui met en vedette Cillian Murphy, Tu ne mentiras point. Et sur le papier, il me hypait pas mal. Ça parle d'un modeste entrepreneur dans la vente de charbon qui, lors d'une livraison dans un couvent, va faire une étrange découverte. Et ce secret dissimulé, ça va le confronter à son propre passé, à sa propre enfance. Le film, il est pas mauvais, mais malheureusement, je trouve qu'il prend vraiment beaucoup de temps à se mettre en place, à s'installer, à faire monter l'intrigue. Pourtant, le sujet, il est assez important. On parle des violences dans les couvents qui ont été faites en Irlande de 1922 à 1998, l'année de ma naissance. Pas 1922, vous avez compris. Mais c'est limite s'il ne faut pas attendre le carton d'explication à la fin pour être sûr de bien avoir compris le film. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, c'est sorti il y a déjà quelques temps. C'était peut-être pas dans vos tops du mois de mai du coup, mais comme j'étais probablement la dernière cinéphile de France à ne pas l'avoir vu, je me suis dit quand même le rattraper c'était une bonne idée. Et oui, c'était une très bonne idée, j'ai adoré le film. Je le résume vite fait, au cas où certains d'entre vous ne l'auraient pas vu et hésiteraient à aller le voir. Quand même qu'il est encore au ciné, c'est la folie. On suit le petit Roland qui est né avec une malformation au niveau des pieds et qui ne peut donc pas marcher. Sauf que ça c'est vraiment hors de question pour sa mère, qui va vraiment tout tenter pour que son fils puisse marcher. Plus acharné, tu meurs. C'est un super feel-good movie. Bon, avec une mère un chouïa toxique, on va pas se mentir, mais j'ai été d'autant plus scotchée sur mon siège quand j'ai compris qu'en plus c'était une histoire vraie. Je vous jure, ça paraît tellement improbable, tout ce qui se passe est complètement fou, pourtant c'est la vérité. Moi je croyais que c'était une fiction à 100%. Bon par contre, en effet, RIP au personnage de Sylvie Vartan plus jeune, dont l'IA utilisée est horrible, je pense que c'est le truc qui a choqué tout le monde. Heureusement que le film est bien. On s'attaque au film qui m'a fait très peur et qui finalement était une bonne surprise. Destination finale, Bloodlines. Hantée par un cauchemar terrifiant qui revient sans cesse, Stéphanie, étudiante à l'université, rentre chez elle pour retrouver la trace de la seule personne susceptible d'enrayer ce cercle infernal et de sauver ses proches du sort funeste qui les attend. Va-t-elle y arriver? Évidemment que non, c'est le principe de Destination finale. Quand je dis que j'ai eu peur, c'est que j'avais peur que ce soit extrêmement mauvais. Parce que les derniers Destination finale étaient pas ouf. Mais finalement, je trouve que ce nouvel opus y dépoussière la saga. Qui était devenu un chouïa ridicule. La séquence d'intro est ouf, les morts sont chouettes et le film joue avec nos attentes et le suspense. C'est pas le film de l'année non plus, mais il fait clairement le job. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il a été plutôt bien perçu par le public. Il a quand même une note de 3,7 sur Allociné et pour ce genre de film, c'est pas mal. Mais c'est aussi le mois tant attendu pour les cinéphiles, car c'est le moment du Festival de Cannes. Et j'y étais, j'espère que vous êtes allés voir mon vlog sur le Festival de Cannes, sinon faites-le. Vous le savez sûrement, mais le film d'ouverture, c'était Partir un jour. Il est sorti en même temps au cinéma, et franchement, j'ai adoré. Je savais pas à quoi m'attendre, c'est vraiment une comédie, parce que c'est drôle, et musical, parce que ça chante. Mais attention, on est très loin de La La Land, ici on est super ancré dans le réel. Une histoire commune à beaucoup de gens, partis un jour de leur campagne pour réaliser leurs rêves à la ville, et qui, en rentrant, se retrouvent un petit peu déconnectés de toutes les personnes avec qui ils ont grandi. Mon histoire finalement. Bon, du coup, je vous ai un peu fait le résumé en même temps, là. Mais imaginez-vous, parfois, vous avez des musiques connues en tête, et vous dites ah mais ça va trop bien avec le moment que je suis en train de vivre. En fait Partir un jour c'est un peu ça. Gros coup de cœur. J'en profite pour faire une parenthèse spéciale Cannes. Vu que les films vont sortir au compte-gouttes cette année, voyons voir ce que j'ai vu. En premier, Deux procureurs. Esthétiquement c'est très beau, les cadres sont magnifiques, dignes de tableau, mais sur la forme c'est quand même très long, très lent. Ça parle énormément et pendant de très longues séquences. Clairement pas un film à voir quand vous êtes fatigué. Ça sort le 24 septembre. En deuxième, L'Englouti. Beau premier film qui mélange conte, mystique, mais aussi sensualité. Le tout sous la neige avec des paysages et un cadre magique. Peut-être un peu long sur la fin, mais le fait que la fin soit justement libre d'interprétation, j'adore. Gros coup de cœur sur la BO et les comédiens. Et le film sort le 24 décembre. En troisième, Dossier 137. Je déteste les injustices, donc autant vous dire que ce film il m'a tendu mais comme jamais. Dominique Moll, qui avait aussi réalisé La Nuit du 12, arrive à la perfection à transmettre un malaise, à mettre en scène des enquêtes, c'est souvent oublié d'ailleurs, une tension constante et clivante. N'oublions pas les événements des Gilets jaunes en 2018 et le ras-le-bol général à la fois du peuple et des policiers. C'est une mise en lumière sur l'IGPN et ça sort le
19 novembre. Ensuite, j'ai vu la petite dernière, prix d'interprétation féminine et aussi Queer Palm. Évidemment, voyons. C'est un coming of age qu'on raconte de plus en plus et heureusement, mais qui a la particularité d'adopter le point de vue de quelqu'un qui croit énormément en la religion et qui est tiraillé entre la découverte de son homosexualité et ses croyances. Et ça sort le 1er octobre. Ensuite, Bono Story of Surrender, qui était ma montée des marches. J'avais peur que ce soit un ultime récit nombriliste comme plein d'artistes font en ce moment. Mais là non, la forme elle est très intéressante, ça mélange le concert, ça mélange le théâtre, un monologue en fait. Le défaut c'est la durée, il dure 1h30, je pense qu'1 heure c'était suffisant. Mais c'est déjà dispo sur Apple TV. Ensuite, Eddington, et je suis désolée, c'est le premier Ari Aster que je n'ai pas du tout aimé. Est-ce que les réals qui sont devenus connus sont obligés de se servir de leur nom pour faire venir les gens en salle? Le casting est 5 étoiles, hein, clairement, et on les voit 5 minutes. Sauf pour Joaquin Phoenix qui tient le rôle principal, ce qui donne l'impression de voir un Boys Afraid bis, sauf que j'avais bien aimé Boys Afraid. C'est trop long, j'ai pas trop compris l'idée. Ça sort au cinéma le 16 juillet. Heureusement, après j'ai vu Dangerous Animals, et c'était exactement ce que j'avais envie de voir. Un film d'horreur avec un tueur en série et des requins, c'était super rythmé et la salle était on fire. Il y avait des meufs qui criaient mais tellement fort. Ça fait du bien de voir ça dans le tourbillon des films un petit peu déprimants qu'on peut voir à Cannes. Une parenthèse que je vous invite à découvrir en salle avec vos potes le 23 juillet. Et enfin, Die My Love. Dommage que ce soit aussi long parce que le sujet sur la dépression postpartum, pourquoi pas, c'est intéressant, mais c'est pas hyper bien traité là. Pourtant, Jennifer Lawrence, elle propose une prestation assez fascinante. Mais ça ne suffit pas. Ok, parenthèse, Cannes fermée. Le Disney live action tant attendu est sorti. Alors qu'est-ce qu'on pense de Lilo et Stitch? Bon, clairement mes attentes elles étaient trop hautes. C'était pas un mauvais divertissement, je pense que ça plaira à la famille. Mais quand on a grandi avec le dessin animé, c'est dur. Je le trouve moins profond, moins touchant. Et en fait, il y a un petit côté faux type Disney Channel, je sais pas si vous voyez, un peu cheapos, mais bah ça marche moins bien pour le cinéma quoi. Après, Stitch il est hyper bien fait, hein. Ça pour le coup, on peut rien dire. J'avais absolument pas entendu parler de ce film avant qu'on me propose de faire une collab dessus. Et pourtant, le nouveau Clapiche, La Venue de l'avenir, eh bah c'était trop bien. Alors que je savais pas du tout ce que j'allais voir, hein, là, vraiment. Il signe un nouveau film autour de l'art, après nous avoir sorti le merveilleux Encore que j'adore, autour de la danse. Ici, on va s'intéresser plutôt au côté photo, plutôt au côté peinture, mais ça reste l'art en général. En fait, ça suit l'histoire d'une grande famille, vous verrez de quoi je parle, qui retrouve dans la maison d'un aïeul en commun qui s'appelle Adèle, des peintures et bah ils vont essayer de les faire estimer. Sauf qu'on a aussi des flashbacks de la vie d'Adèle, donc dans les années 20, 30, 40, mais c'est absolument pas cheap. C'est très bien fait. Le casting, il est 5 étoiles, hein. On a Suzanne Lindon, on a Vassily Schneider, on a Cécile de France, on a Vincent McCain. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de me refaire l'entièreté de mon arbre généalogique. Tu savais que la fille de Kate Winslet, elle jouait dans le dernier Wes Anderson? Parce que quand je l'ai appris, je me suis dit, ah mais ouais, grave. Mais du coup, le Wes Anderson, ça dit quoi? Lui aussi, il était hyper attendu et je suis pas du tout déçue. The Funniken Scheme, qui met vraiment ma dyslexie à rude épreuve, je n'arrive pas à prononcer le titre de ce film. Globalement, c'est un Wes Anderson qui fait assez l'unanimité. On repart sur les thématiques de la famille avec un duo père-fille. Un père un peu chef d'entreprise et une fille qui veut devenir nonne. C'est extrêmement drôle. Le côté gadget, les plans. Bon, on a l'habitude de ça maintenant chez Wes Anderson, mais moi, c'est quelque chose qui à chaque fois m'émerveille. Je passe tellement de temps à regarder chaque cadre, à me dire, mais quel génie. Je comprends qu'il y ait des gens qui aiment moins, je comprends qu'il y ait des gens qui soient lassés de cet esthétisme, mais alors moi, pas du tout. Ça marche très bien. Bon, je vous le conseille, j'ai pas très envie de vous le résumer parce que vraiment, j'ai regardé le résumé sur la page Allociné, je me suis dit, mais comment on peut écrire un résumé aussi long? Je comprends pas trop ce que les gens ont reproché à Asteroid City, que moi j'avais beaucoup aimé aussi, mais ça reste très différent. J'adore le côté maison de poupée, le côté jouet. En fait, il amuse le spectateur, mais il s'amuse aussi. Et c'est trop cool de voir un cinéaste se faire kiffer en fait. Le nouveau film de Mike Flanagan. Mike Flanagan, que vous avez dû connaître pour ses séries banger, genre The Haunting of Hill House. Personnellement, c'est l'une de mes séries préférées. Et ben là, il s'est totalement détaché de Netflix, mais aussi détaché du cinéma d'horreur. Il me faisait un petit peu peur au début, je vais pas vous mentir, mais il nous a sorti The Life of Chuck, qui sort le 11 juin, et c'est génial. Vraiment gros coup de cœur sur ce film. Parce qu'en fait, il a gardé sa poésie. La poésie qu'il mettait dans ses films d'horreur, ben en fait, il l'a gardée là. C'est quand même tiré d'une nouvelle de Stephen King, donc il y a un côté un petit peu étrange, un petit peu surnaturel. Mais en fait, c'est un film qui vous invite à profiter de la vie parce qu'on sait pas quand elle va se terminer. Et vraiment, ça marche trop bien. Enfin, je suis sortie hyper émue de ce film. Je vais pas trop vous en parler parce qu'il est pas sorti et j'ai pas envie de trop vous spoiler. Je vous ferai une critique détaillée sur TikTok et sur Insta quand ça sortira. Mais vraiment, juste ça m'a mis dans un trop good mood. Et je vais finir avec 2 films que j'ai vus au cinéma mais qui ne sont
pas sortis au cinéma. Parce que ce sont des films de plateforme. Le premier c'est A Desert, que j'ai pu découvrir en avant-première grâce à Shadows. Et c'est donc un film qui est sorti sur la plateforme Shadows. Il reprend vraiment les codes de Psychose, si vous avez aimé Psychose, avec de la photographie et des meurtres, sinon c'est pas drôle. Sinon ça n'a rien à faire sur Shadows. Et le deuxième, c'est The Thing, qui n'est du coup pas un film de plateforme, en fait je vous ai dit n'importe quoi. Mais c'est juste que c'est un film de 1982 que j'ai pu rattraper au cinéma grâce à UGC qui fait des séances cassettes où en fait ils rediffusent des vieux films. J'avais jamais vu The Thing, mais quel mastodonte du cinéma d'horreur, enfin c'est génial en fait. Donc trop contente d'avoir fait cette découverte, je sais pas si certains d'entre vous ont pu le redécouvrir aussi au cinéma, mais même si je connaissais la fin, ce qui fait que j'avais des a priori d'ailleurs, j'ai vraiment été subjuguée par la mise en scène, par les effets pratiques qui ont pas tant vieilli. Franchement j'ai hâte de voir nos films d'aujourd'hui dans 40 ans, voir s'ils ont toujours le même panache. Et voilà mes petits cinéphiles, la revue du mois est terminée. Je te laisse abonner, mettre un petit like, mettre un petit commentaire et me dire tous les films que tu as vus ce mois-ci. Évidemment, on se retrouve au mois de juin pour le récap du mois de juin. Et je vous souhaite un bon mois de cinéphile. Bye bye!